Genève, ville internationale, ville solidaire. Chaque année, les élèves partent en voyage humanitaire, dans ou en dehors du cadre scolaire. On les retrouve souvent dans les rues, à vendre des pâtisseries afin de récolter des sous pour diminuer le prix du voyage. Mais souvent, l'échange s'arrête là. On achète une part de cake fait maison, sachant que c'est pour une bonne cause. Qu'en est-il vraiment ? Pourquoi ces jeunes gens décident-ils de partir et quels sont les changements qu'un tel voyage peut engendrer en eux ? Voilà, merci. Et puis alors, bon courage pour la suite. Des choses pour À l'école de culture générale Henri Dunant, l'association des élèves, nommée Solferino, organise chaque année un voyage humanitaire. Depuis 3 ans, Solferino part au Kenya, soutenir Rafiki, une organisation fondée par une Suissesse expatriée. À l'école de culture générale s'ajoutent des élèves du centre de formation professionnelle et pour cette année, de l'école de soins en santé communautaire. Ainsi, chacun amène, en plus d'un millier de kilos de matériel, des compétences professionnelles. Non mais on fait pas notre principe. Alors je m'appelle Alice Denise Matet, j'ai 17 ans, je serai la seule mineure au Kenya et je suis à l'ECG Henri Dunant en 2e année. Ouais, je pense que ça va m'influencer en bien, dans le sens où je vais pas voir les choses de la même façon. Je vais sûrement plus avoir envie d'avoir un iPhone dans les mains ou enfin j'en sais rien, je suis pas encore partie malheureusement. Mais je pense que ouais, ça va changer un peu ma vision de vivre de tous les jours et surtout comment je dépense mon argent, comment je sais pas, des petits trucs qu'on fait tous les jours et qu'on se rend pas compte, que je pense qu'en allant là-bas, on se rend pas plus compte. Le savoir que j'aimerais vraiment le transmettre parce que ça c'est une chance qu'on a vraiment ici, c'est qu'on a vraiment du matériel de pointe, on a vraiment un apprentissage qui est vraiment, si je veux dire, parfait. On apprend vraiment notre métier à fond. Et je sais que là-bas, ils n'ont pas la chance que j'ai d'avoir cet apprentissage. Il y en a beaucoup qui ne vont pas à l'école. Et on peut vraiment tout faire avec ses mains. Donc si vraiment j'arrive à apprendre à ces personnes à faire quelque chose avec leurs mains, ce serait vraiment, rien que pour moi, un bonheur, un grand bonheur. C'est dommage monsieur, parce que ça c'est des bons livres. Quand le carton est fini, Ouais. tu vas le peser là, Ouais. 23 kg max. Ok. Ça marche. D'accord? Ok. D'accord, à mon avis, on a beaucoup de temps. 23 hein. Donc je les bloque entre les habits. Oui, mais ça, tu dois y poser. Moi, j'ai rencontré Belal Ramadan parce que c'est mon professeur et du coup il m'a parlé de ce voyage. Moi j'ai direct été comment dire, partant. Voilà, j'ai direct été partant parce qu'en fait depuis que je suis petit, je rêve de faire des voyages humanitaires. Surtout on en voit beaucoup à la télé, comme les films comme Urgence, tout ça, ils partaient là-bas et puis. Donc en fait, c'est un peu un rêve de gosse de faire un voyage humanitaire et solidaire. Parce que j'aime bien le contact avec les personnes, j'aime bien aider les gens, parce que quand on les aide, ils nous aident en retour. Donc voilà, on apprend des deux camps. Donc si je vais là-bas pour les aider, je pense que quand je vais revenir, j'aurai beaucoup appris aussi, donc ça aussi, ça vaut. Ouais, quelles attentes ça? Je suis un Africain qui n'est jamais allé en Afrique. Donc mes attentes, j'ai vu beaucoup de reportages sur le Kenya, sur l'Afrique. Quand on m'a dit le voyage humanitaire est au Kenya, j'ai d'abord eu l'idée du safari et tout ça. Et maintenant j'ai envie vraiment de voir comment ça va se passer. J'appréhende un peu et j'ai vraiment hâte. Donc mes attentes, c'est vraiment de voir la vie là-bas, de voir comment les gens vivent là-bas et de sortir de la routine que j'ai. Donc
qui est l'école et mon sport et la famille. 3 semaines en fait en dehors de ce cadre et voir mes limites, de voir comment je me débrouille seul. Enfin, je suis pas seul, je suis dans un groupe, mais sortir de ma routine surtout. Ce voyage, il va m'apprendre beaucoup sur déjà la façon qu'ils ont de vivre et puis la chance que nous, on a ici. Et qu'on s'en rend vraiment pas compte, on se plaint parce qu'on a une chaussure qui est pétée ou un truc alors que je sais pas, c'est tellement pas le même mode de vivre et tellement pas les mêmes... comment je peux dire, les mêmes... ils se plaignent tellement, enfin nous on a tout ce qu'on veut et on se plaint encore, quoi. Moi aussi je commence à avoir cette vision-là des choses. Je commence aussi à m'installer un peu dans ce luxe, dans ce confort en fait. Et comme j'ai dit à mes collègues tout à l'heure, en fait c'est vraiment me dépayser, me détacher de tout ça pour aussi me rebooter un peu, me remettre un petit peu à zéro, un petit peu dans ma tête. C'est vraiment le but de ce voyage aussi, me choquer un peu. Alors comme je dis, me remettre à zéro vraiment. Pour certains, ce n'est pas le premier voyage. Au cours des années, ils décident de repartir pour revivre encore une fois l'expérience. C'est bon, je pense que je peux mettre en matériel médical là. Moi, c'est un voyage qui m'a fait avancer un peu plus vite que prévu, on va dire. J'aurais peut-être pris plus de temps à en arriver où j'en suis aujourd'hui. J'ai encore du chemin à faire pour pouvoir être comblée. Mais ça a accéléré les choses en fait. Ça m'a changé en beaucoup moins de temps. Bah ouais, je pense. M'apporter en plus, je sais pas si ça peut m'apporter encore quelque chose en plus parce que ce que ça devait m'apporter, je pense que ça a déjà fait le déclic que ça a fait en moi, il est déjà là. Après, je pense que je peux encore apporter quelque chose là-bas sur place, donc qui est un beau projet. Même c'est pas tout se passe pas sur place, quoi. Il y a aussi une bonne partie qui se passe à haut. Ensuite, la commune de Vendeur à l'année 1500. Chaque élève est impliqué dans la préparation. La recherche de fonds représente évidemment le point le plus important. Pour cela, beaucoup de courriers sont envoyés à différentes organisations et administrations. Des délégations d'élèves sont ainsi allées défendre le projet devant certaines commissions. Au total, c'est avec un budget de plus de 160 000 francs que s'est finalisé le projet. Quand on nous a présenté le projet en 2010, nous étions engagés dans le Mali. Et nous avons effectivement décidé avec le comité Solferino d'aller faire un voyage en 2011. Et nous avions convenu que si le projet était intéressant, nous ferions 3 ans. Parce que c'est important d'avoir un projet qui se suit, où on prend des contacts à le long terme. Et on fait vraiment un travail en collaboration sur la durée. En 2011, nous avons été émerveillés de la qualité du projet. Et on a dit, OK, on reconduit pour 3 ans, l'objectif étant de construire ce centre de formation professionnelle et d'achever la construction. Du moment qu'il collabore avec des gens qui ont une valeur, qui ont une vision, qui ont une dimension forte, ça peut leur apporter beaucoup. On ne va pas faire du tourisme quand on travaille. Donc ce que j'attends d'eux, c'est effectivement un engagement pendant le séjour, avant, et puis un témoignage enfin. Voilà ce que moi je demande. Et eux sont en droit d'attendre de la part des accompagnants et de ceux qui font ces voyages des rapports humains de qualité. Et quand ils vivent ça, eh bien, je pense que tout le monde tire parti positivement de cette expérience. Mais les gens de Rafiki aiment. Ils aiment quand Solferino vient. Parce que pour eux, ils voient qu'il y a des... culturellement, quand il y a des visiteurs en Afrique, il faut... En fait... Normalement, les visiteurs ne travaillent pas. Quand tu visites et ça serait à nous de vous soigner. Donc, quand je fais la comparaison de la première année que maintenant, je trouve que les gens de Rafiki et de Solferino travaillent bien ensemble. Au début, on ne voulait pas vraiment engager Solferino de travailler trop, parce que en fait ce n'est pas la culture, mais on peut toujours faire des choses mieux. Et avec un échange, souvent on voit des choses différemment. On est trop proche de notre travail, donc c'est souvent bien d'avoir quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ça nous donne un challenge de voir des choses sur un autre côté.
Un voyage comme ça pour les jeunes, ça a plusieurs dimensions. Il y a une dimension qui échappera toujours aux organisateurs, qui est en fait ce qu'eux intègrent vraiment dans l'intimité. Et puis il y a ce que nous, on peut constater. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est effectivement de leur offrir la possibilité de découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas, et puis aussi de se révéler à eux-mêmes. Et souvent, c'est ce qui arrive. Souvent, les gens partent, et on voit très bien quand on lit les lettres de motivation, ce qu'ils attendent. Il est clair que pour eux, c'est important dans l'apport des compétences de vie. Donc là, ils développent énormément de compétences, ils prennent compte de leur réalité autrement, et surtout en découvrant autre chose, ils apprennent à respecter et à connaître et à respecter mieux ce qu'ils vivent. Donc l'importance, elle est capitale. On plante une graine, cette graine, elle est de qualité. Pour certains, elle va évoluer très très vite, elle va se développer très très vite. Pour d'autres, ça prendra du temps. Mais il est clair que pour tous ceux qui côtoient ces jeunes qui sont partis, leur témoignage est assez merveillant. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire qui leur a apporté beaucoup. Vous vous sentez comment? Je me sens bien. Bien. Je connais un peu les lieux, donc je commence à m'imprégner en fait. Magnifique. Non. Pour moi, ça va être nouveau, c'est quelque chose de nouveau. C'est la première fois que je quitte l'Europe, carrément. Donc voilà, ça fait plaisir. J'appréhende un peu, mais je suis super content de partir. Pour la plupart des élèves, ce voyage est effectivement leur premier, ou en tout cas leur premier sur le continent africain. Mais surtout, il s'agit pour beaucoup de leur premier voyage sans leurs parents, aussi loin et aussi longtemps. Parce que si on les enchaîne, mais justement, il faudra qu'un groupe se fasse ce petit enfant. Tout le matériel a été amené dans les bagages. Il sera ensuite acheminé par camion de Nairobi à Rafiki avec le reste du matériel acheté sur place. Au total, cela représente plus de 1200 kilos d'habits, de jouets, de matériel médical, de soudure et d'électricité. Rafiki se trouve dans la province de Nyanza, sur les bords du lac Victoria, au nord-ouest du Kenya. Cette zone reculée d'une extrême pauvreté est également décimée par les maladies comme le VIH ou la malaria. Le taux de mortalité est tellement élevé qu'un très grand nombre d'enfants se retrouvent rapidement orphelins. Dès leur plus jeune âge, ils sont propulsés dans la vie d'adultes, parfois de chefs de famille, et doivent se battre tous les jours pour survivre. Rafiki Wamendelo Trust est une fondation qui a été créée par Michelle Ostertag, une Suissesse établie au Kenya depuis 15 ans. Diplômée dans le domaine des affaires internationales et homéopathe, elle fonde l'organisation en 2001 après avoir soigné quelques personnes qui retombent malades faute d'hygiène et d'infrastructures. Rafiki travaille dans deux axes principaux. Le premier consiste à travailler directement au sein de la communauté locale avec les enfants et les parents, que ce soit dans les villages, en collaboration avec les professeurs dans les écoles ou dans les dispensaires de la région. Le second, c'est l'élaboration d'un centre de formation professionnelle. Agriculture, apiculture, menuiserie, informatique et pisciculture font partie des domaines enseignés. Par le biais des cours, les élèves réalisent une production qui génère un revenu, mais valorise surtout le travail manuel. Le centre possède également des salles de classe pour dispenser des cours d'information et de prévention sur la santé. Au total, c'est toute la région qui bénéficie de l'aide dispensée, soit plus de 13 000 personnes, dont environ 2400 orphelins provenant de 35 villages des environs. Depuis 2011, Solferino y a grandement participé en finançant la construction de bâtiments, mais également en amenant du matériel, notamment en équipant la menuiserie et le centre informatique. Dès leur arrivée sur place, tous les élèves sont mis à contribution. Ils sont répartis dans 3 différents groupes de travail. Que ce soit au centre de formation de Rafiki, dans les écoles, les champs ou les villages alentours,
Les travaux réservent à chaque fois leur lot de sueur et leur lot de surprises. Ça, ce mur, c'est de la terre. Et puis, en fait, tout s'enlève. On essaie de le fixer là, ça s'est enlevé. En fait, ça tient pas. Et là non plus. Puis là, avec une planche en bois, je vais visser le tableau électrique. Alors mon travail à moi, il est compliqué, donc voilà, on travaille avec les moyens du bord. On est arrivé, on n'avait pas tout, mais voilà, hein, ça s'est mis en place. Les normes kenyanes sont différentes, on va dire. Donc on fait un peu comme on peut, mais on essaie toujours quand même de faire du bon travail. Le premier groupe a concentré son activité à Rafiki même. Les deux apprentis électriciens, Hussein et Jordan, se sont chargés notamment de l'alimentation de divers bâtiments. Loris, apprenti constructeur métallique, se charge de souder l'armature des tables destinées à la cantine. Alors on va à Kisumu pour acheter des nouvelles machines pour couper le métal parce que ce que j'ai actuellement, c'est pas possible de travailler avec ce que j'ai. On a une grosse meule avec des gros disques et peut-être 5 mm, donc pour faire des coupes à 45 degrés pour monter une table, c'est impossible de couper droit. Et en plus on travaille sur la terre battue, donc pour monter un cadre, c'est impossible. D'accord. Ça faut pas ça. Ouais, parce que je l'ai pas. Les autres élèves se chargent du ponçage, de la peinture et de la mise en place des plateaux. Au total, c'est une vingtaine de tables qui seront réalisées. En dehors du gros travail que représente la réalisation des tables, les élèves sont mis à contribution pour une multitude d'autres petits travaux dans le centre. Santé. Santé. On a beaucoup peint aussi, on a fait beaucoup de choses différentes, c'était très varié. On a donné un peu un coup de main pour tout. On a construit donc la pisciculture, on a posé les bassins, puis après on a fait plein de travaux en fait qui devaient être faits à Rafiki. Suite au voyage de l'année précédente, l'un des projets de cette année est l'amélioration de la pisciculture. Pour remplacer l'installation existante, des bassins hors sol, alimentés par des pompes reliées à des panneaux solaires, sont mis en place. On a encore besoin là. Durant toute la durée du séjour, à midi, les différents groupes se retrouvent au centre pour prendre le repas en commun. Riz, pommes de terre, légumes, lentilles, poulet ou bœuf, tous les jours le même menu. Les élèves ne sont pas venus en Afrique pour prendre des kilos. Seul petit plaisir, les sodas livrés directement sur place. Cet après-midi, visite de la station de pompage d'eau au lac Victoria. Le projet de l'eau représente le plus gros projet de cette année, mais également le plus grand défi. Le but, alimenter en eau potable le centre de formation. Pour y arriver, l'eau est pompée directement dans le lac distant de 7 km. L'eau est puisée, filtrée et stockée dans des cuves sur une petite montagne à l'image d'un grand château d'eau. Il faut ensuite creuser des tranchées pour accueillir les conduites. Pour cela, toute la région s'est mise à la tâche, à la seule force des bras. Tout au long des 7 km de pipeline, des petits kiosques sont répartis à chaque kilomètre afin d'alimenter en eau potable les différents villages traversés et y être vendus à moindre coût. Dans cette région, il s'agit réellement d'une révolution dont l'accessibilité à l'eau est difficile. Le deuxième jour, on est allé chercher l'eau et on avait des bidons de 20 litres et on devait aller chercher l'eau. On devait faire presque 1 kilomètre, revenir avec un bidon de 20 litres pour juste avoir de quoi se laver. Et nous, chez nous, on ouvre le robinet de notre douche et on a de l'eau potable. Et eux, ils peuvent à peine avoir ça. Des mots comme misère, pauvreté prennent en fait de nouvelles définitions. Ils vivent pas, ils survivent, ces personnes. Et je sens que ça va, dès que je reviens en Suisse, en fait, ça va être différent. Je suis une grande consommatrice d'eau, en fait, en Suisse. C'est je fais le bain, la douche, je laisse le robinet ouvert, je fais pas attention du tout. Alors que là, il suffit juste de montrer une bouteille d'eau à un enfant, qu'il ait les yeux qui pétillent, qu'il la prenne. C'est ça.
Chaque samedi, Rafiki organise un repas pour les enfants orphelins de la Il y a région. le repas. Et chaque enfant, en fait, quand il vient ici, sa contribution pour la nourriture qu'elle a, c'est d'amener une branche pour faire le feu. Répartis dans différentes écoles, les élèves de Solferino sont invités à participer à cette journée d'activité au travers de danses, de jeux et d'échanges. Ces enfants-là ne mangent pas 3 fois par jour. Ils sont à un repas et demi. Et le repas le plus consistant, c'est souvent celui-là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Leur sourire, c'est leur seule défense contre la misère. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué aussi, mais cette misère-là, ouais, m'a marqué. Ouais. Savoir qu'ils mangent qu'un seul repas, qu'un seul bon repas par semaine, si on peut encore appeler ça un bon repas, quoi. Ouais, ces enfants-là, orphelins, là, ils m'ont marqué, ouais. Boire et manger, c'est un travail. Juste, c'est survivre. Ils survivent, ces gens. Et ça, je trouve ça inacceptable. Parce qu'il y a toute une guerre de l'eau, de la nourriture. Et à cause de ça, ils ont payé les conséquences. L'image qui m'a le plus bouleversée, c'est quand on a été voir les écoles et qu'on a vu tous ces gens qui faisaient la queue pour manger. Et il y a monsieur Ramadan qui est arrivé juste à côté de moi et qui m'a dit « Tu vois, ce repas qu'ils prennent, c'est peut-être le seul qu'ils vont avoir de la journée. » Et moi qui adore manger, ça m'a quand même... et de les voir courir sous le soleil, sans avoir rien mangé ni bu, je me suis dit « Waouh, mais c'est pas normal. » Et même moi, au bout d'un moment, j'ai donné mon assiette à un enfant. Parce que je voyais bien qu'ils avaient encore envie de manger. Le soir même, pour tout vous dire, j'ai pleuré en fait. Hein. Parce que c'est choquant. Eux, ils donneraient tout pour boire, ils donneraient tout pour manger, et puis... voilà, c'est fort. Cette journée restera certainement à jamais gravée dans la tête de l'ensemble des participants. Cette journée, empreinte d'émotion, est malgré tout représentative du travail effectué par Rafiki pour la communauté, mais malheureusement aussi le reflet du quotidien des gens de la région. Chaque soir, afin de partager, et quelquefois aussi pour évacuer les émotions de la journée, une veillée autour du feu est organisée. Est-ce qu'on évoque le problème d'aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire? Moi, ça ne m'a pas choquée, mais ça m'a plus touchée en fait. Il y a une petite fille, toute la matinée, elle a joué avec moi. Et elle était toujours avec moi tout le temps. Et en fait, on m'a dit qu'elle n'avait pas de parents, elle n'avait pas de famille. Et que Rafiki va s'occuper d'elle. Mais ça m'a énormément touchée parce qu'à aucun moment de la journée, elle était triste. Elle rigolait tout le temps. Et je trouvais ça incroyable parce que moi, je sais pas dans sa situation comment je serais sans parents. Ça m'a touchée. C'est que malgré qu'ils soient orphelins, malgré qu'ils aient faim, qu'ils aient soif, la pauvreté, tout ça en fait, tout ça mélangé, ils ont une joie de vivre qui est incroyable. Et je pense qu'on devrait s'inspirer de ça carrément, tu vois. C'est incroyable quoi. Moi, j'ai été surpris qu'ils soient tous contents comme ça, vraiment. On n'aurait même pas dit qu'ils étaient orphelins, même pas dit qu'ils avaient faim, même pas dit... Donc ça, c'est vraiment ça, c'est ce qui m'a touché, quoi. Ah mère. Je suis revenu 20 ans en arrière. Ce que les enfants ils sont en train de vivre, je l'ai vécu. Par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que tu arrives, tu passes ce moment avec eux. Ils ont une identité, ils se reconnaissent parmi les autres enfants. Ils vivent à peu près la même chose. Et puis c'est vrai que grâce à ces rires, à ces sourires, ça permet d'échapper un petit peu à la difficulté de la journée, de la famille, ce qu'ils vivent. Et je trouve important le rôle des accompagnants qui sont là. C'est presque une seconde famille qui sont là parce qu'ils leur donnent de l'attention, de la tendresse aussi, des sourires qui est très important. Et puis grâce à ça, ça va les aider aussi à avancer un petit peu parce qu'ils ne sont pas tout seuls, il y a toujours quelqu'un derrière eux. C'est surtout ça. Puis quand ils étaient derrière en train d'attendre la queue pour manger,
ça m'a touché au fond de moi et puis ça fait revenir un petit peu les vieux souvenirs. Et il y a tellement de choses à dire sur ce moment même là. Je pense que vous, de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai pu voir, comment vous vous comportez avec eux, c'est super. Ça vous lâchez en fait, hein. Vous devenez gamin comme on dirait. Même Hossein, il fait des... Voilà. Tout le monde se lâche, c'est vrai. Tout le monde se lâche. Mais ça veut simplement dire que le fait d'aider individuellement chacun et de donner une structure, moi j'ai été très sensible à ce qu'a dit Amer parce que je pense que c'est vrai. C'est à partir du moment que le regard qu'on porte sur l'enfant, lui, tu existes, on est là pour t'aider à, ça va l'aider à. Amenée par tracteur-citerne, l'eau pour remplir les nouveaux bassins de la pisciculture est enfin là. Les cuves sont remplies et la pêche va bientôt pouvoir commencer. Une bonne partie du groupe est présente pour assister et participer à cette pêche miraculeuse. Les poissons, des tilapias, sont réputés pour être très résistants et faciles à élever, mais les nouveaux bassins permettront, à terme, un meilleur accès pour la pêche et le nourrissage, mais également permettra de sélectionner les poissons par taille en les répartissant dans les 4 nouvelles cuves. Dans un premier temps, tous les poissons sont rapidement remis à l'eau et répartis dans les bassins afin qu'ils puissent s'adapter à leur nouvel environnement. Il faudra au total 3 pêches successives pour attraper environ 500 poissons. Au centre, les travaux avancent. Pour un groupe, c'est chaque après-midi la même chose. Sérigraphie. Rafiki a besoin de 1500 t-shirts de coloris différents. Un pour chaque PSS Center. Les PSS Center, centres de support psychosocial, ce sont en fait les différentes écoles que les élèves ont visitées le samedi. Ces centres où les orphelins sont valorisés, encadrés, nourris afin qu'ils ne soient pas mis au banc de la société et qu'ils puissent bénéficier d'un avenir, d'un futur comme tout le monde. Pour Loris, les travaux de soudure continuent. Cette fois, c'est une serre qu'il s'agit de reconstruire. Véritable puzzle à résoudre, il faut d'abord reconstituer l'armature pour ensuite l'assembler, la consolider et enfin la monter. Du support de tableau électrique en passant par le verrou du coffre du pick-up de Rafiki, durant le séjour, les compétences de Loris ainsi que les 2 postes à souder amenés depuis la Suisse seront largement utilisées. En fait, il faudra encore rapprocher là. À l'image du projet de l'eau, le groupe santé avec les assistants en soins et santé communautaire s'est engagé dans un autre projet d'envergure. Une campagne de prévention et d'éradication du Jigger dans près de 35 villages voisins. Le Jiggers, en fait, c'est la tongose en français, tongiasis in English. Et il s'agit ici d'une maladie parasitique de la peau qui est causée par la femelle de la sand flea, comme on dit en anglais, qui s'encreuse dans la peau pour se nourrir du sang de son hôte. On dit que c'est effectivement une maladie de pauvreté et ce sont plusieurs problèmes en même temps, mais évidemment un facteur très important c'est la pauvreté, c'est le manque d'eau, c'est aussi des fois des manques de pratiques d'hygiène, de bien maintenir les maisons et tout. C'est aussi quelquefois des problèmes culturels qui croient que ce n'est pas une maladie infectieuse qu'on puisse contrôler, donc ils n'osent même pas faire quelque chose. Et pour ça, il faut une approche qui vise à tous ces différents aspects, quoi. Il faudrait aussi dire que c'est une maladie très très commune, pas que en Afrique, aussi au Brésil. Et néanmoins, elle est souvent négligée parce que c'est une maladie souvent des pauvres, des gens qui habitent loin de la ville, qui n'ont pas vraiment le pouvoir de communiquer leurs problèmes. Et c'est pour ça que maintenant, on donne plus d'attention publique à ce problème, qu'il y a des ONG qui s'occupent juste de ça.
Et c'est pour ça que c'est très important qu'un groupe comme Solferino s'applique dans des thèmes de ce genre. C'était sortant, là ça a tout séché en fait, il y a une grosse amélioration depuis la première. C'est dommage parce qu'il aurait fallu prendre la première photo, mais ça a tout séché, c'est devenu des croûtes parce que c'était... On peut essayer les petites chaussures là. Donc à ton avis ça marche bien? Bah moi je trouve qu'il y a une nette amélioration de la première, c'était la semaine passée. Donc elle l'a fait tous les jours, une fois par jour, c'est ce qu'elle a dit. Tous les jours. Mais ils avaient dit que c'était 2 semaines qu'il fallait continuer. On était confrontés, enfin c'est pas concrètement, on était vraiment dedans. Dans le simple fait qu'on a dû nettoyer leur maison, désinfecter leur maison, passer en fait de l'insecticide tout autour. Et après s'occuper de la famille, dont les enfants, les parents, les personnes âgées, enfin tout le monde y passait. Et ouais, c'est vrai qu'on voit la misère, on voit comment ils vivent et personnellement, j'ai aucune envie d'y vivre comme ça. C'est juste, c'est impossible pour moi. Enfin, c'est dur. C'est dur rien que de les voir déjà, donc y vivre, ce serait pas possible. Le jour, on était chez une dame, on venait de lui faire un banc de pied pour la campagne des jiggers. Et la dame, après ça, elle me prenait dans ses bras, elle disait « Ah, Rafiki, Rafiki !» Et elle m'a offert je sais pas comment on appelle ça, un pot de mini lentilles. Enfin, c'est tout ce qu'elle avait. Genre, elle avait un immense truc, elle a tout mis dedans. Elle m'a offert ça et elle était tellement heureuse. Et moi, ça m'a. Enfin, je veux dire, ils ont rien, ils nous donnent tout et. Bon, je me sens hyper égoïste du coup. Alors, en fait, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que dans ce que nous on a fait, par exemple, le fait de laver les pieds, les baignets potassium, je ne trouvais au début aucun sens à ce qu'ils aient reçu leurs soins et qu'ils courent à pieds nus dans le sable et dans la boue. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Parce que le problème majeur, en fait, c'est la pauvreté. La pauvreté. Et ça, on ne peut rien faire. Une fois que c'est fait, est-ce que c'est possible qu'il y ait une équipe qui tourne à chaque fois pour effectuer, enfin au moins voir si le travail est bien effectué, et puis par même occasion avoir un œil, pour voir s'il y a des gens qui ont des plaies comme les 2 personnes qu'on a pu voir, tu vois. On parle à Michel, c'est possible. Tu as raison, absolument, c'est ça le problème, c'est des projets qui sont gratifiants, qui marchent bien pour l'instant peut-être, mais il faut se poser la question. Tu vois déjà par exemple ici. Au centre de formation de Rafiki, l'avancée des travaux vont bon train. Le parking est presque terminé, les réservoirs d'eau de pluie financés par le canton de Genève sont presque tous mis en place et les dernières finitions sont apportées sur les maisons financées par Solferino. Dans la plus grande, construite grâce au soutien de la ville de Genève, se trouveront les ateliers de couture, le centre de production ainsi que le magasin. La seconde, financée par la commune de Gentot, fera elle office de cantine. À la veille de l'inauguration, et avec un énorme soulagement pour tout le monde, l'eau est aux portes de Rafiki. Les derniers travaux de plomberie finiront durant la nuit. Ça. Cool. Les panneaux solaires pour les pompes de la pisciculture finissent d'être fixés et l'installation électrique est terminée. Pour tout tirer là, ça veut dire que tu vas aller chercher. Attends. Tu vois ce tas là? Ouais. Tu me le passes par-dessus. Ok. Le groupe fidèle aux travaux du centre s'attelle à mettre en place le filet de protection de la ferme à poissons. Dernier projet prévu dans la planification. If you make it strong, it will not go because we put one here. Ok. Au final, ce n'est pas un seul projet, mais presque une dizaine qui ont été réalisés durant le séjour. Les principaux, tels que l'eau, la pisciculture et l'éradication du jiggers, sont pour tous une réussite. Même si pour le jigger, le travail doit se fixer dans le long terme, les premiers résultats sont relativement probants. Pour les secondaires, les t-shirts, les différents panneaux de signalisation du centre, les travaux électriques, la serre
mais aussi le travail à l'extérieur dans les villages, dans les champs et les écoles ont tous été menés à bien. Tous les projets sont terminés, l'eau est bel et bien là, c'est une réelle réussite sur un point de vue technique. À l'heure des bilans, le dernier jour, juste avant la cérémonie officielle, une séance est organisée avec tous les élèves de Solferino et l'ensemble du staff de Rafiki. Le but étant de présenter comment chacun a vécu cette expérience interculturelle. Je suis en phase de trouver ma réponse. Je ne l'ai pas encore trouvée. Je pense que quand je vais rentrer, je vais avoir un choc. Et puis à ce moment-là, je pense que je trouverai cette réponse-là, mais j'ai déjà une petite idée. Je pense que c'est pour donner un sens à ma vie. Beaucoup de choses qui m'ont marqué. La pauvreté, les cultures. La différence que je vois, c'est aussi les enfants. Ils ont pas peur de nous, mais à premier abord, ils partent. Ils ont peur, enfin, voilà. Après, il suffit qu'on revienne ou qu'ils se mettent en confiance et ils sont attachants. C'est juste impressionnant comment un enfant peut vite rentrer dans le cœur en quelques minutes. C'est bizarre, mais je les ai vus qu'une fois. Et je me dis qu'une seule personne que j'ai croisée ce jour-là ait changé quelque chose, en fait. Me fait voir la vie d'une autre manière ou rentre vite, en fait, dans nos pensées ou dans nos cœurs. Enfin, jusqu'à présent, ça m'est jamais arrivé, en fait, qu'une ou plusieurs personnes, je m'attache autant, en fait, c'est ça. C'est que des fois, on a carrément plus envie de partir. On a plus du tout envie de partir. Je pense que ça va opérer des changements dans un futur proche. Je pense que j'arrive pas encore à mettre des mots sur ce que je ressens, ce que j'ai vécu, même si je tiens un journal de bord. Mais je pense que quand je rentrerai, ça va me prendre un peu de temps et je vais poser ça parce qu'on doit rendre un compte rendu à M. Ramadan. Et je pense que c'est au moment où je vais écrire ce compte rendu que je vais peser tout ce que j'ai vécu. Et que l'idée de « on vient aider », elle est complètement erronée. On vient aider, non. C'est eux qui nous aident plus que nous. Je pense que dans quelques temps, ça m'aura bien marqué, mais j'ai besoin de refaire encore des voyages comme ça. Je ressens le besoin, je sais pas si c'est une partie pour moi-même, une partie pour les autres, mais je sais que en tout cas après ce voyage, je me sens vraiment bien. Et j'ai qu'une envie, c'est de continuer à faire des choses comme ça. La question de l'enrichissement, effectivement, j'ai envie de dire, elle est effectivement sur un plan scolaire ou professionnel. Parce que savoir travailler dans des conditions où il faut savoir inventer, créer, bricoler, comme on dit, eh bien, c'est un élément qui est un atout pour toutes celles et ceux qui s'y confrontent. Et de pouvoir le faire dans des conditions de vie qui sont difficiles, de voir des populations qui sont confrontées à un autre type d'existence, développer des rapports humains avec ces populations, fait très largement dépasser, si vous me permettez l'expression, le cadre ou le métier d'élève ou d'apprenti pour toucher, j'ai envie de dire, pratiquement en plein cœur l'humain. Parce qu'ici, c'est ça qui est en jeu, on le voit bien, on le constate, c'est probablement avec ces voyages, non seulement un déclic, mais je parlerais carrément probablement de changement de paradigme, c'est-à-dire que l'existence, on ne la voit plus de la même manière. Enfin, je suis partie dans le but en fait de me prendre un peu une claque et ça a bien fonctionné. Je pensais pas que ça fonctionnerait autant. Étonnamment, j'ai même pensé à mettre l'art de côté, mes études d'art de côté pour vraiment commencer à faire la même formation que ceux qui ont fait, qui sont occupés des Jiggers. Enfin, c'est donc l'ASCC. Pouvoir continuer à vivre ma petite vie tranquillement en faisant mes études d'art qui ça se trouve me mèneront nulle part. Donc je pense que c'est vraiment... Monsieur Ramadan ne serait pas d'accord avec mon raisonnement, mais moi je le prends vraiment comme ça. Et je pense que 2 semaines, ça suffit vraiment pas pour se sentir, enfin pas pour se sentir utile, mais pour
pour changer les choses. C'est toute une vie qu'il faut pour changer les choses. Année après année, le projet prend corps, le projet se développe, et je vois que le rendez-vous désormais pratiquement annuel entre Solferino et Rafiki nous permet de mesurer le travail accompli, comme notamment l'inauguration d'un certain nombre de réalisations à laquelle vous avez participé, à savoir non seulement l'eau et les kilomètres pour l'amener ici, les 7 kilomètres, et les 2 pour aller au dispensaire. Remarquez également l'atelier de formation, comme la cafétéria qui donne un nouvel élan à ce qui est remarquable ici dans le projet Rafiki. Et puis aujourd'hui, je suis venu tout particulièrement aussi pour signer un nouveau partenariat. Un nouveau partenariat qui doit nous permettre de pouvoir autoriser, encourager des jeunes gens de Genève, des professionnels, détenteurs ou détentrices d'un certificat fédéral, de manière à ce qu'ils puissent s'engager par différents métiers à transmettre ici un certain nombre de leurs connaissances professionnelles et d'acquérir, au passage, et c'est un élément important, encore un meilleur anglais, il faudrait peut-être que je vous rejoigne également, et puis, au-delà de l'anglais, une découverte extraordinaire, ce qu'est la dimension d'un engagement donc humanitaire et qui vous donnera également le sens de l'initiative. Et j'aimerais remercier particulièrement Monsieur le Directeur Général pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, Monsieur Eveco, qui est là et qui est le promoteur de cette idée, qui a proposé ce partenariat et qui doit nous permettre ainsi de pouvoir encore continuer au-delà de la première collaboration, un mot très important qui est celui de la transmission. Les gens ils regardent et voilà, ils y pensent, mais c'est un minimum. Après voilà, je veux dire moi-même, je voyais ça à la télé, bien sûr que ça me touchait, bien sûr que voilà, j'avais envie de les aider. Même à plusieurs reprises, j'aidais, je faisais pas mal de choses pour aider. Mais on ressent cette petite boule au ventre qui donne encore plus la volonté d'aider quand on est sur place, quand on voit les choses, mais vraiment en direct. Voir et vivre les choses, c'est deux choses différentes. Vivre la chose, la ressentir par soi-même, c'est différent, je trouve. Je pense que tout le monde a besoin de ça. Tout le monde a besoin de voir ce qui se passe à Genève, c'est pas si loin. C'est pas si loin et on est genre à quelques heures d'avion et on vit dans une misère pas possible. Et ça, je trouve ça inacceptable. Et je trouve qu'on devrait s'engager à améliorer la vie des gens qui vivent comme ça. Pas juste en payant, mais juste par exemple en s'engageant contre les grosses entreprises qui font n'importe quoi en Afrique. On devrait mesurer la chance qu'on a, premièrement, en profiter, parce qu'on ne peut pas gâcher cette chance. Et deuxièmement, aider ces gens qui sont dans cette misère. Et ça, je trouve que c'est un devoir. C'est le mot, c'est un devoir, c'est une obligation. Il y a un fossé entre savoir et voir. Il y a un fossé entre voir les images à la télé, entre ce qu'on entend parler, entre ce qu'on a vécu avant, et puis être sur le terrain. Sur le terrain, on voit des enfants qui sont amaigris, qui n'ont pas de quoi boire, qui n'ont pas à manger. Oui, il y a un fossé. Tout ce que nous a dit de théorique, c'est puissance 10, quoi. C'est puissance 100, c'est rien à voir, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Là, faut agir, quoi. Faut faire quelque chose.
J'accorde beaucoup d'importance à être venu ici et le fait de venir ici, c'est indispensable, c'est obligatoire. Pour voir, pour apprendre. Ah ouais, c'est sûr. Tunawe mikono kwa maji safi, tunawe mikono kwa maji safi. Akina mama, akina baba na watoto wote, akina mama, akina baba na watoto wote. Paka sabuni sugua sawa, paka sabuni sugua sawa. Tunawe mikono kwa maji safi, tunawe mikono kwa maji safi. Akina mama, akina baba na watoto wote, akina mama, akina baba na watoto wote. Mbele mbele, nyuma nyuma, mikono yote. Mbele mbele, nyuma nyuma, mikono yote. Tunawe mikono kwa maji safi, tunawe mikono kwa maji safi. Akina mama, akina baba na watoto wote, akina mama, akina baba na watoto wote. Toa uchafu kwa utaratibu, toa uchafu yote mikono. Tunawe mikono kwa maji safi, tunawe mikono kwa maji safi. Akina mama, akina baba na watoto wote, akina mama, akina baba na watoto wote. Zilizofichika tukazitafute, zilizofichika tukazitafute. Vivyo hivyo hatutakuwa wagonjwa, vivyo hivyo hatutakuwa wagonjwa. Tunawe mikono kwa maji safi, tunawe mikono kwa maji safi. Akina mama, akina baba na watoto wote, akina mama, akina baba na watoto wote. Tunawe mikono kwa maji safi, tunawe mikono kwa maji safi. Akina mama,